Alors, moi, j'aurais une approche évidemment qui est celle de ma tribu, les philosophes. Oui, mais Et donc, c'est un sujet philosophique. Voilà. Donc, régime de vérité, c'est évidemment une expression lourde de sens. Ça veut dire qu'il y a plusieurs régimes possibles. Et je vais prendre un biais justement pour essayer de mettre le doigt sur ce thème à propos du cinéma, qui est ce que j'appellerais les régimes de croyance du spectateur et les régimes de créance que réclame le film. Parce que la vérité ne se capture pas à ciel ouvert, comme le fait croire la télévision du soir au matin et du matin au soir. La vérité, quelle vérité ? La question est un filet à attraper les papillons de vérité, par exemple. Mais il y a d'autres dispositifs qui permettent de la provoquer, de la saisir, de l'accommoder, etc. Et puis il y a quelque chose de très dérangeant, c'est que la vérité... Deleuze est le dernier d'une longue lignée à l'avoir souligné, mais est dépendante du temps. Le temps est à la fois l'ennemi et l'allié de la vérité. Il n'y a aucune vérité qui résiste au temps, parce que les mensonges d'hier peuvent devenir des vérités, les rêves d'hier peuvent devenir des réalités techniques, etc. C'est un concept fugace, mais dont nous avons absolument besoin. Et ici, je récuse le déconstructionnisme qui croit pouvoir se passer de ce concept. Nous en avons absolument besoin. Alors, quand on analyse un film ou qu'on cherche à le comprendre, souvent on met de côté cette idée que le film n'est pas seulement un face-à-face entre la caméra et la réalité dans laquelle il s'inscrit, mais cette réalité, il faut qu'il la découpe, il faut qu'il la réordonne, en fonction, évidemment, d'un point de vue, d'une orientation, etc. Et j'ai à ma gauche un des grands spécialistes d'invention de procédés à capturer, faire sourdre la vérité à travers des dispositifs humoristiques, ironiques, parfois tragiques, etc. Il suffit de voir l'ensemble de la filmographie de Marcel Wojcinski. Mais comment le film s'adresse au spectateur ? Et ici, nous entrons dans quelque chose dont je m'étonne que ce soit aussi étranger au monde de la télé, n'en parlons pas, c'est évident, mais même parfois au monde de la critique, et dont vous trouverez les exposés remarquables, formidables, admirables dans le livre « Les cadres de l'expérience » d'Erwin Goffman, qui s'appelle « La modalisation ». C'est-à-dire que nous avons des manières de modaliser. Je vous donne un exemple, l'antiphrase. Elle est belle, la France. Donc nous avons inventé tout au long de l'humanité, ça existe au cinéma aussi, et c'est ce qui fait la richesse de nos échanges. Ça veut dire comment est-ce que je comprends que le film s'adresse à moi ? Comment me demande-t-il de le croire ? Quand je vois dans Collision frontale le bureaucrate en chef des trains polonais qui est en train de me faire résumer le CV de Marianne, cet homme qui finalement, au moment de sa retraite, va faire une collision ferroviaire et donc être dégradé et n'aura pas droit à la cérémonie de départ à la retraite. Bien sûr, je vois ce que je crois. Je vois un fonctionnaire des trains polonais qui est en train de me parler, mais dois-je croire ce qu'il dit ? Il y a tout de suite une modalisation qui s'introduit ici. Le cinéaste peut jouer, n'est-ce pas, de plusieurs registres. Quand Wiseman me montre à la fin de Basic Training le discours du commandant qui... Les boys sont tous sur le tarmac avec le sac au pied, ils partent pour le Vietnam à la fin du discours. Est-ce que je dois croire ce discours pour la liberté du monde, de l'Occident, etc., contre les rouges, etc. Qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est du ressort du cinéaste de me mettre dans telle ou telle position, d'y croire, de pas y croire, de me méfier, d'être le témoin d'un document historique, etc. Donc on a ici tout un champ de modalisation qui est très important, et j'insiste sur ce fait parce que c'est par là, notamment l'humour et l'ironie, que beaucoup de cinéastes ont réussi à contourner ou échapper à la censure, ou à jouer avec elle, ou à jouer avec le modèle qu'on leur propose, hein, en faisant semblant de prendre au pied de la lettre le réalisme socialiste, prenons-le au pied de la lettre, par exemple. Donc, par exemple, les deux cas extrêmes de croyance que nous avons, fiction et documentaire. Et Marcel Saint-Génie a jeté le trouble quand il fait How to Live, comment vivre,
on se doute bien qu'il y a des personnages qui sont pas des locaux qu'il a introduits là pour subvertir le jeu et faire révéler des choses, que les autres sont cash, si j'ose dire. Ce sont des gens qui sont pris au jeu du camp de vacances, qui va gagner la machine à laver, etc. Et pour révéler ces choses, c'est ce que dit aussi Kiarostami, pour révéler des choses, il faut cum grano salis, il faut le grain de sel pour faire réagir les choses. Donc, on peut appeler ça manipulation, mais c'est ridicule, puisque toutes nos significations passent par ces manipulations. Elles peuvent être honnêtes ou malhonnêtes, mais nous manipulons des signes pour essayer d'extraire d'une réalité complexe des vérités. Densification de la réalité. Voilà, densification. Voilà. Là, le grain de sel, ça fait précipiter. Voilà, on est d'accord. Donc, si je prends les deux cas extrêmes des grandes croyances, on a la fiction d'un côté, et le documentaire de l'autre. Votre croyance n'est pas du tout la même. Si vous commencez à ne pas croire au film Batman, c'est parce qu'il est mal fait, vous vous ennuyez, que vous pensez à la note du plombier que vous n'avez pas payée et que vous finissez par crier « remboursé ». Mais sur un documentaire, vous pouvez douter de la vérité de ce qui vous est montré, de la réalité des événements, de la vérité de ce qu'on vous dit. Le doute n'a aucun lieu d'être en fiction. Ah, mais ce Batman, je doute qu'il existe vraiment parce que ça me paraît bizarre, ce type qui vole, etc. Enfin, je veux dire, là, c'est l'hôpital psychiatrique, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc voilà, vous voyez, vous avez ici deux régimes de croyances, une croyance dramatique et une croyance historique, qui ne se confondent pas. Alors maintenant, on peut jouer, c'est ce que j'appelle le trompe-l'œil, à utiliser des ressorts de fiction dans un documentaire pour que finalement le spectateur s'aperçoive que c'est bizarre et soit détrompé au final et s'interroge sur la manière dont il s'est fait avoir, n'est-ce pas ? Mais en fiction, par définition, on paye pour se faire avoir. Parce que si vous vous faites pas avoir en fiction, vous n'êtes pas content. Tandis qu'en documentaire, on paye pour l'inverse. On paye pour ne pas se faire avoir. On paye pour essayer de constituer des vérités historiques. Alors vous me direz, c'est bizarre, le cerveau humain. Il est ainsi fait que ce que disait Picasso, l'art, c'est faire du vrai, produire du vrai grâce au faux. Et finalement, c'est presque une définition de l'art. Et on a des moyens à mettre en œuvre, qui soient de rhétorique ou de ce que vous voulez, pour produire la vérité. Donc, il faut absolument se poser cette question de comment le film s'adresse au spectateur, quelle croyance il veut solliciter, quelle croyance il veut obtenir, qui peut être, d'ailleurs, ça peut être une manœuvre frauduleuse, parce qu'il y en a qui essayent d'obtenir des croyances qui sont pas sur le bon régime, si j'ose dire. Parce que justement, là, dans ce que vous dites là, par exemple, par rapport à la vérité, il y a le problème du contenu. C'est quand on prend, par exemple, une chose qui est un événement historique, sur lequel on a un récit qui est effectivement un mensonge, dans les documentaires officiels, et que vous avez un contre-documentaire qui est fait, critique, etc., et qui vous dit autre chose. Bon, moi, je pense, encore, parce qu'on est à Marseille, je pense à un film que j'aime beaucoup, et que j'ai montré des dizaines de fois, qui s'appelle Témoin, qui est un film sur le pogrom de Kielce. Oui, sur les témoins. Donc, c'est un film sur les témoins. Mais, dans ce film, il y a la technique, c'est vraiment la pluralité de tous ces témoignages qui fait ça. Mais on peut très bien contester. Il y a des historiens il y a toute discussion. Qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est la vérité de ce pogrom? Oui. Mais la vérité, elle s'établit toujours par convergence, pertinence et cohérence. Il n'en est pas d'autre. Enfin, je suis pas platonicien. Je pense qu'il y en a de moins en moins. Espérons, du moins. La vérité sur le pogrom de Kielce. Vous voulez uniquement voir les traces que ça a laissé sur les gens qui ont vécu ça. Certes, mais si tu n'avais pas cette intention-là, il n'empêche que pour les gens qui l'ont vu, ils découvraient la vérité pour eux, ils découvraient. Et moi, encore aujourd'hui, quand je le montre à des enseignants français, ce film, les gens, ils découvrent quelque chose, un événement. Et en même temps, tu insères à la fin du film l'extrait d'une citation d'une historienne polonaise qui avance une explication qui, aujourd'hui, n'est plus l'explication des historiens. Mais bon, voilà, c'est pour dire que quand on pense, il y a pas simplement dans la façon d'écrire le cinéma, dans la façon de le faire, mais aussi dans ce qu'on va dire, et qu'il y a aussi, à mon avis, il faut avoir aussi un regard critique sur cette écriture de la vérité. Ah oui, bien sûr. Mais donc, c'est ce positionnement du spectateur. Le film, c'est pas simplement voir quelque chose, c'est quelqu'un qui montre quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est un cinéaste qui montre au spectateur quelque chose. Regarde. Et quand vous dites « regarde à quelqu'un », vous prenez la responsabilité de son voir, si j'ose dire. Mais en général, la personne, elle peut vous répondre, si la scène est trop vague, « mais qu'est-ce que je dois regarder ?» Parce qu'il faut focaliser quelque part. On peut pas prendre le réel. Le réel, c'est un mot qui s'enfuit comme l'horizon.
Donc de quelle réalité parle-t-on? Quelle vérité cherche-t-on à en tirer? À quel usage? Pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on met en question? Etc. Bien sûr. Donc voilà, je voulais insister sur cette dimension que Peirce appelle la chaîne des interprétants. Je me suis amusé à regarder dans un des tout premiers longs métrages de l'histoire du cinéma, La naissance d'une nation de Griffith. On a un même plan à 12 secondes d'écart qui veut pas du tout dire la même chose, et c'est exactement le même plan. Pourquoi? Parce que la première fois, le jeune homme perd la tunique du Ku Klux Klan et la fait tomber, alors que sa copine, sa fiancée, celle qu'il est en train de draguer, est elle-même adoptée par un noir. Donc la tunique du Ku Klux Klan tombe. La caméra nous le montre. Elle le montre pour nous. Eux ne l'ont pas vu. Et puis on revient sur eux, ils continuent à discuter. Et d'un seul coup, leur regard se braque sur la fameuse tunique par terre. Nous partageons leur regard et le drame se noue, elle lui met une gifle, elle s'en va. Et c'est le même plan. Alors qu'est-ce que ça veut dire le point de vue ici? Ça n'est pas que le placement de la caméra, c'est l'échange du regard. Avec qui échangeons-nous nos regards? Et les grands maîtres du cinéma, Hitchcock pour commencer, connaissent très bien cette équation. Et une vérité est toujours relative, non seulement à un point de vue, mais à cette chaîne des interprétants que j'essaye de souligner. Je ne vais pas vous faire un cours de philosophie plus détaillé que ça, mais je voulais insister sur l'importance de ce jeu. Prenons maintenant le cas, ce matin, Jérôme Bazin disait, il y a un moment où, quand on utilise l'archive dans un montage, on sent une torsion. On sent qu'on peut faire un forçage. L'historien, le Jiminy Cricket qu'on a derrière l'oreille, nous dit, bon là, on force peut-être un petit peu le sens de l'archive qui n'était pas celui-là. Mais on peut le faire, à une condition que le spectateur puisse comprendre cette torsion et pourquoi elle est faite. Parce que finalement, quand on fait un film de montage, on réutilise des archives dans un autre contexte. Mais l'important, c'est que dans ce nouveau montage soit lisible pour le spectateur et soit même rendu visible par le réalisateur, de manière ostensible, le depuis, c'est-à-dire l'écart entre le regard d'alors et le regard de maintenant et pourquoi on fait jouer cette archive autrement et qu'elle nous révèle des choses que peut-être les gens à l'époque n'y voyaient pas, qu'inversement, il y a des choses certainement qu'ils y voyaient que nous n'y voyons plus. Vous comprenez? Il faut arrêter avec la vérité essentielle, figée, etc. Il faut laisser Platon dormir tranquille, si j'ose dire. Ah, oui. Cette vérité-là n'existe pas. Les vérités sont transitoires, ça n'empêche pas qu'elles existent. Je termine. Un mot qui n'est pas de moi, qui est de Bergson, parce que je pense que c'était un des grands ressorts du cinéma de l'Est. Il est bien connu que contre la tyrannie, l'humour et l'ironie sont les deux grands moteurs, surtout face à des systèmes totalitaires qui cherchent à vous faire prendre la fiction radieuse pour la réalité, et que si vous n'y croyez pas suffisamment, comme disait ce matin Modzelewski dans un film, il faut y croire chaudement, sinon vous êtes victime immédiatement d'une délation. Je vais vous rappeler ces deux définitions magistrales de l'humour et de l'ironie par Bergson. L'humour, décrire ce qui est en affectant de croire que c'est bien là ce qui devrait être. Ironie, énoncer ce qui devrait être en feignant de croire que c'est ce qui est. Je vais parler des contextes sociologiques plutôt. Je vais parler de la crise des images dans l'espace public. Je vais me demander en tant que sociologue comment les films documentaires présentent le passé socialiste. Et est-ce que les cinéastes du Parti communiste peuvent-ils être des cinéastes importants? Pourquoi leur rôle décroissant dans l'espace public, dans les grands débats maintenant, leurs films aussi? Je vais commencer avec, parce que les documentaires bulgares sont très spécifiques. Il y a un trait commun. Il y a beaucoup de films sur les crimes communistes, sur les camps, dits camps de concentration communistes. C'était des camps de travail, quand même. Il y a des films pour, bien sûr, la police politique. Il n'y a pas beaucoup de grands débats. Je parle des films qui ont provoqué des grands débats dans la sphère publique après 89. Et
je vais commencer avec une inquiétude et énumérer quelques problèmes qui me semblent importants. Parce que avant de venir, tout à fait par hasard, j'ai lu un projet projet 2011 financé par Konrad Adenauer et d'autres fondations importantes en Bulgarie. Le projet s'appelait le cinéma documentaire dans l'enseignement d'histoire, dans les classes d'histoire, dans les écoles secondaires. Et le film présenté comme paradigme, c'était type livre noir de communisme, pour être plus clair, de Stéphane Courtois. Même, il a écrit une préface, et il y avait des arguments que on doit lire les si on a besoin des arguments plus sérieux, on doit lire le livre noir du communisme, etc., etc. Et ça m'avait faire penser à une recherche que nous avons fait sur les actualités cinématographiques et aussi les films documentaires. Moi, j'ai travaillé sur 48 et en 48, parce que après 84, après le 9 septembre 84, il y avait une brève pause dans la présentation des images. Il y avait une présentation dans la place centrale du film Tchapaev, et beaucoup de slogans. Et la fondation qui produisait les films créée dans le cadre du ministère de propagande, parce que nous étions alliés des Allemands, il y avait des actualités, des films documentaires très intéressants, disait: après avoir arrêté temporairement nos actualités et après les avoir remaniées à l'esprit du temps nouveau, nous allons vous les renvoyer bientôt. Il est possible que vous y trouviez des scènes que vous connaissez déjà, mais cela va durer un court moment. Et donc, c'était des projets de transformer cette fondation pour un institut pour la propagande par l'image. C'était par exemple, en 48, il y avait des films documentaires seulement sur les erreurs communistes, théologisation de l'histoire. Je ne trouve pas des citations, mais l'histoire même était théologisée de façon à ce que les erreurs du passé national s'avéraient les prédécesseurs directs des partisans communistes et de nouveaux leaders de parti, etc., etc. L'intéressant est dans le détail, mais je ne peux pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas un texte écrit, mais je me suis dit, je me suis demandé pour cette ressemblance entre le projet le cinéma documentaire et le projet et la présence des actualités du cinéma documentaire dans l'éducation, dans l'enseignement d'histoire sous la période communiste. Et je me suis demandé qu'est-ce qui change, pourquoi on a cet effort de créer nouveau canon visuel, d'imposer. C'est-à-dire qu'on a créé en Bulgarie aujourd'hui ce que vous appelez un canon visuel, c'est-à-dire une série de films documentaires qui sont considérés comme étant ceux de base qu'il faut apprendre au lycée, c'est ça? Oui. Je vais vous décrire un peu plus large la situation pour être plus clair peut-être. Non, vous êtes très clair, après le démantèlement de la mémoire visuelle que je décris, de ces institutions
parce que la mémoire se produit des institutions différentes. Après le démantèlement de la mémoire visuelle officielle, construite et entretenue par la cinématographie, l'école, etc., des groupes en concurrence essaient par diverses stratégies d'imposer leur propre image du passé en tant qu'officielle, de canoniser leur propre interprétation, de contrôler les musées, de contrôler les manuels, de contrôler l'enseignement, les espaces publics, en un mot. Donc, ça j'appelle, après Bourdieu bien sûr, monopole sur la violence symbolique légitime et les interprétations du passé. Mais il y a bien sûr une crise de la mémoire du communisme et en général après l'effondrement du bloc communiste, une crise dans une époque où, comme dit Lévinas, nous sommes brutalement se retrouvés dans un temps qui ne va nulle part, qui n'est pas orienté à ce grand drame et ce grand drame est un drame non seulement pour l'Est de l'Europe. Donc je vais parler de deux types de crises de témoignages pour la présentation du passé communiste. Oui, la première, on peut visualiser ces crises dont je voulais parler en détail avec deux symptomatiques. La première symptomatique, c'est les monuments renversés du Panthéon communiste, le Lénine décapité, le mur de Berlin, bien sûr, le graffiti décorant le musée de l'héros de Leipzig, Georgi Dimitrov, juste avant sa destruction, représentant la swastika et le marteau et la fossile unie par un signe d'équation. Bref, une guerre de souvenirs différents du passé communiste. Mais la deuxième symptomatique, il me semble aussi intéressant, et je vais la visualiser avec une image d'une exposition documentaire à Constance. Microsoft achète 2,5 millions de photographies et les scanne pour les mettre sur Internet. Il y a beaucoup de personnes physiques qui achètent des archives et commencent à écrire l'histoire. Et voilà pourquoi je pensais que pour analyser cette contextualisation des images, historisation des images, etc., il faut se rendre compte de la construction de cet espace public des messages des cinéastes. L'espace public de faire de l'histoire, parce que les lieux modernes de la mémoire sont des lieux communs de la mémoire, mais ne sont pas des lieux de mémoire commune. Bien sûr, il faut assurer la place des débats, de tous ces conflits des interprétations qui, à mon avis, maintenant, en regardant ce qui se passe en Bulgarie, est en déclin et me ressemble plutôt dans ces documentaires de 48. C'est ça que je voulais, parce que c'est seulement une phrase pour conclure, excusez-moi, parce que l'ère de témoin dont parle Anna Dievorka n'a pas devenu l'ère de témoignage, parce que cet espace public de débat n'existe pas. Il y a des mauvaises films militants, mauvais cinéma militant, c'est-à-dire cinéma conçu comme véhicule d'une propagande, d'une idéologie, et non comme un instrument d'investiguer, de comprendre le réel post-communiste et communiste. Les images s'insèrent dans une chaîne d'un discours préexistant. Les images figées sont dans une sérialisation qui est dangereuse à mon avis. Voilà pourquoi. Et puis avec ces lois mémorielles imposées par les différentes résolutions de l'Europe, Commission européenne de 2009, etc., cet appel de homogénéiser
la mémoire du communiste, ça me paraît une tendance très, très dangereuse. Comme oui, je crois que vous mettez le doigt sur un point qui est important, qui nous permet peut-être de rebondir dans un deuxième temps, avant de donner un peu la parole à la salle, parce que je crois que effectivement, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du cinéma documentaire, même si c'est pas le sujet de ce colloque, mais ce qui se passe au niveau et vous insistez sur le fait que ça dépend de l'espace public de débat dans lequel il existe. C'est-à-dire évidemment que aujourd'hui dans ces pays d'Europe centrale, la situation est variable sur le plan politique, mais il y a un espace public de débat qui existe avec les contraintes que vous dites. Il y en a d'autres qui n'existent pas. Il y a des changements. Et le documentaire, dans ce contexte-là, comment il se positionne? Est-ce qu'on va... Parce que si j'ai bien compris ce que vous avez dit sur la Bulgarie, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont refaire la même chose qu'au temps du communisme, mais sur d'autres thématiques nationalistes ou autres, militantes. Je pense qu'il y a quand même d'autres gens, en Pologne du moins, qui font autrement. Mais par exemple, c'est intéressant de voir en Pologne comment, avec par exemple l'évolution politique de la situation polonaise, ça va se passer maintenant. Comment vous voyez, vous tous les trois, comment vous voyez dans le contexte actuel, justement cette démarche documentaire dans sa relation au regard critique sur la société et à l'engagement et à la vérité. On pourrait très brièvement, mais ça serait bien que, avant de poser des questions dans la salle, vous nous disiez chacun quelques mots. Alors peut-être Marcel peut commencer. Oui, en deux mots, je vais vous décrire un peu la situation aujourd'hui en Pologne. Vous savez ce qui se passe en Hongrie sous Orbán, n'est-ce pas? Oui. On a entendu parler. Voilà. Donc, on n'est pas loin, nous, en Pologne. Vous savez très bien que dans les dernières élections présidentielles et parlementaires, c'est le parti PiS, le parti de droite, le parti nationaliste, le parti qui fait revenir en arrière le pays de je sais pas combien d'années. Et vraiment c'est le pouvoir, je dirais pas totalitaire parce que quand même on est après 89, mais c'est eux, ils ont la majorité totale absolue au Parlement, ils ont leur président. Et quand on m'a expliqué, les politiciens m'ont expliqué pas mal de choses, tous les changements qui vont suivre cette oui, voilà. Mais je vais vous sur le chef de la cinématographie, le chef de la télé, etc., ça sera pas le régime communiste, mais pas très loin. Notre nouveau président a dit que non, c'est pas lui, c'est l'ancien premier, le frère de Kaczynski. Jarosław Kaczynski a dit, la Pologne maintenant va produire 3 ou 4 films par an, puis ce seront des grands films, des films hollywoodiens. Et là, je vais vous raconter une seule petite histoire. J'ai rencontré Andrzej Wajda il y a 3 jours, il était à l'école, il a fait un cours d'ouverture de l'année scolaire, enfin, universitaire, et il nous a raconté une histoire incroyable, enfin une histoire. Il a un médecin, femme médecin, il a 89 ans, qui est à sa disposition, c'est-à-dire bien sûr il la paye, tout ça, une femme médecin qui vient quand il a quelque chose, donc chaque fois elle est là, elle était là, elle est là. Et il y a 4 jours, la femme de Wajda, Krystyna, appelle cette dame et dit, écoutez, madame, on est à Cracovie avec Andrzej. Je crois j'ai peur qu'il y a quelque chose, lui, dans les poumons. Donc, est-ce que vous pouvez venir? Nous, on arrive demain à Varsovie. Est-ce que vous pouvez venir consulter Andrzej? Et la dame dit, à quelle heure vous arrivez? Elle dit, vous savez, le train, 5 heures et quelques. Vous savez, madame, pas tellement, c'est pas le bon moment. Christine a dit, écoutez, vous pouvez venir un peu plus tard. Il dit, madame, je vais vous dire la vérité. Avec la position politique que vous prenez maintenant tous les deux, cherchez un autre médecin. Vous vous rendez compte? Bon, tout ce qui se passe dans le hauteur, le changement du ministre de la Culture, le changement du ministre des Affaires étrangères, enfin, c'est dangereux. Mais là, je vous raconte uniquement comment ça se traduit en bas. Quelles sont les
Les répercussions. Répercussions. Répercussions en bas. Qu'est-ce que ça donne en bas? Si un médecin qui a juré sur le truc de Hippocrates dit, écoutez, cherchez notre médecin, et c'était la chose la plus forte que j'ai entendue après les élections, les nouvelles élections. Et ça, c'est la seule chose qui m'a vraiment fait peur. Pas le changement du ministre, pas le changement de la télé à la tête, tout ça. Bon, ça, on a l'habitude de jouer avec eux. Mais là, c'est grave. C'est très, très grave. Ils ont la voix absolue au Parlement. Et c'est la première fois qu'en Pologne, il n'y a pas une seule partie de gauche. Un parti ou une. Un parti. Un parti de gauche. Et ça, c'est effrayant. Surtout quand dans ce genre d'exemple, je peux vous donner plusieurs, mais je ne veux pas prendre le temps. Ça m'a complètement bouleversé. Oui, je crois que c'est même en plus ce qui est, non seulement c'est bouleversant, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que, important, je sais pas en Pologne, c'est qu'il y a un mouvement profond. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est le vote aux élections présidentielles pour Kukiz. Oui, Kukiz, c'est un type qui est un rockman, qui est complètement, qui a c'est un fascisme, c'est un fasciste. Il a fait 12 ou 13%. Oui. Comme ça, c'est-à-dire que. Ils ont 14 députés. Et c'est le début. Moi, je pense, et là-dessus, je me suis un peu engueulé avec quelques-uns de mes amis sur cette question, parce que je pense pas que c'est un phénomène spécifiquement polonais, mais c'est la montée de ce qu'on appellerait l'Europe de la trouille. Il y a une Europe de la trouille qui se lève en ce moment, qui existe dans plusieurs endroits. Et le cas polonais, je crois qu'il est intéressant parce que il y a la pression de la crise ukrainienne, il y a la pression de l'affaire des réfugiés. Il y a toute une série de choses comme ça qui jouent. Sur quoi il joue, Kaczynski? Bien sûr, il joue sur le populisme, il est contre les immigrants, il est contre les immigrés. Il a fait des déclarations racistes, c'est épouvantable. Pardon? Il a fait des déclarations racistes. Oui, que des déclarations racistes. Maintenant, on va bâtir des monuments de son frère, Lech Kaczynski, qui est tombé dans la catastrophe de Smolensk. Et bien sûr, c'était une attaque russe, etc., etc. C'est incroyable. C'est vraiment comme si les fous gouvernaient le pays. Bien, mais bon, voyons, ça c'était un petit insert sur la situation polonaise, mais qui est important pour le cinéma, parce qu'effectivement, on va retrouver on l'a déjà en Hongrie, des mesures autoritaires vis-à-vis qui est pas simplement des changements de responsables, il va y avoir, avec une politique culturelle qui va être énoncée en tant que telle. Vous voulez dire un petit mot? Oui, bref. Je connais pas assez le cinéma très récent qui se fait dans les pays de l'Est. Je pense que Anya ou Matthias Steinle pourraient répondre beaucoup mieux que moi là-dessus. Ce que je constate par contre dans le cinéma occidental, notamment chez des Autrichiens comme Gerhalter ou d'autres, c'est que ils sont confrontés à un autre problème qui est différent de celui du cinéma militant des années 60-70, où on voulait convaincre le public, lui révéler des choses cachées pour qu'il réalise combien il était exploité. Aujourd'hui, les gens savent. Donc le problème, que ce soit le film de Mograbi sur comment j'ai appris à vaincre ma peur et à aimer Ariel Sharon, qui évidemment c'est un gag le titre, ou que ce soit le Caïman de Moretti, ou que ce soit d'autres films comme ceux de Gerhalter justement aujourd'hui, il s'attaque à un autre problème, c'est comment se fait-il que les gens sachant continuent de voter pour eux, etc. Effectivement, question qui peut se poser dans un cadre fascisant, ou etc. Parce que bien sûr, il y a la question que savait-il, le saviez-vous, mais pas que. Il y a même quand on sait, on s'entête, si je peux dire. Et qu'est-ce qui fait que ce mécanisme pervers perdure? Et je pense que c'est un changement de ton dans le documentaire, ça. Oui, alors maintenant, pour les pays de l'Est, il y a un point sur les pays d'Europe centrale, à mon avis, qui est intéressant aussi. C'est notamment quand on prend ce qui est la production russe du point de vue de la télévision russe, c'est la façon dont on a aujourd'hui une propagande extrêmement sophistiquée du mensonge, mais qui est du mensonge éhonté. C'est-à-dire que la manière dont on a présenté, par exemple, la crise ukrainienne ou d'autres choses, cette façon-là, il y a un retour de ce type de propagande grossière. Bon, elle a toujours existé, mais là, il y a un retour massif et une efficacité de cette propagande, jusqu'en France. Et c'est une chose qui est importante. Et je crois que là, le cinéma documentaire, je sais pas si c'est du documentaire, enfin, la télévision, le reportage, etc.,
s'insèrent dans des grandes entreprises de ce type et qui sont aujourd'hui, qui font partie. Oui, mais pour ne pas parler de la propagande, vous avez sans doute entendu, peut-être vu ou non, un film polonais de Paweł Pawlikowski qui s'appelle Ida, Ida. Oui. C'était l'Oscar de cette année-là. Oui, il y a eu beaucoup. Écoutez, ça, aujourd'hui, ça serait impossible qu'il tourne ce film-là. Ah, complètement. Oui, certainement. Donc, oui. Mais, donc, ce genre de vérité sera interdit. Officiellement interdit. Il y aura de nouveau des taches noires, blanches. Elles sont blanches, théoriquement. En polonais, c'est noir, blanche. Et ça, c'est sûr. Combien de temps ça va durer? Je sais pas. Alors peut-être qu'on peut profiter du petit quart d'heure qui reste pour donner la parole à la salle si quelqu'un veut parler. Sinon, je vois une Madame Duruflé. Pardon? Avec un nouveau président comme Bouddha, cela peut-être inspiré, je veux dire, de nouveau des films comme vous étiez inspiré par la réalité communiste. Ce sera aussi plutôt une même manière d'aborder la politique. D'essayer de la révéler justement à ceux qui ont voté pour Bouddha et pour les élections de ce parti. Je crois qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont beaucoup plus malins que les communistes à l'époque, et que ce jeu dont on parlait avec Monsieur le professeur, ça ne marchera plus. Donc vraiment, là, je dirais pas le totalitarisme parce que ce serait un peu abuser le mot, mais ça va loin. Et vraiment, il y aura de nouveau des taches blanches et des sujets intouchables. Comment? Il y a peut-être encore d'autres questions. Oui, Antoine. En fait, Marcel Lozinski semble proche d'un régime qui disait, ça fait une dissertation à tous les enfants de première, l'art n'est de contrainte, de lutte et meurt de liberté. C'est plus proche de ça que nous disons. Et Gilles disait aussi, je ne suis pas un poteau indicateur. Or, dans le documentaire de Marcel Lozinski, il n'y a jamais, et ça a à voir avec le documentaire Vérité et mensonge, il n'y a jamais de commentaire. Et j'aimerais qu'il nous dise si ça a à voir, on prête à Godard la voix de Dieu. Et est-ce que c'est parce que le commentaire dans un documentaire eût été proche de la voix du parti, du pouls, d'une sorte d'autorité dégradée à vos yeux? Oui, sans doute oui. Sans doute le début, c'était ça. Enfin, la cause pour laquelle dans nos films, de Kieślowski, etc., il n'y avait pas de commentaire parce qu'on voulait, par l'image, le son, parce qu'il se passe, dire ce qu'on voulait dire, n'est-ce pas? Pas d'une manière directe, pas souligné avec un commentaire, mais laisser comme un espace libre au spectateur. Je me suis dit que peut-être maintenant, pour renouveler le cinéma, peut-être je fais un commentaire, mais je ne sais pas. D'ailleurs, dans la Pologne, pas comme vous avez vu, il n'y a pas une voix off, mais c'est 4 personnes qui commentent. Oui, mais ils commentent. Écoute, ce ne sont pas des commentaires, ce sont des participants, des témoins, des gens qui ont joué un grand rôle dans l'opposition. Dans la forêt de Catine, ce qui est déjà presque une façon d'intervenir, mais pas. Non, il n'y a pas de commentaire. Non, pas de commentaire. Non, surtout pas de voix off. Non, pas de commentaire. Non, le commentaire, je trouve superflu. Enfin, à quoi ça sert le commentaire? Si on n'arrive pas à montrer avec l'image, le son, ce qu'on veut dire, bien sûr, on peut toujours ajouter un commentaire. Mais si on peut éviter, je crois que c'est mieux. C'est pas, oui. Le journalisme, tu vois, dans le reportage, d'accord. Mais dans le film documentaire, je crois que c'est mieux de s'en passer. Sonia Combe. Ouais. Oui, j'aurais juste corroboré à ce que vous dites, Marcel Lozinski, en parlant probablement des 2 documentaires que tout le monde a pu voir, qui passent en ce moment à Paris, à savoir Science of Voices et Une jeunesse allemande. Ils sont 2 documentaires types où il n'y a aucun commentaire. Et qui à la fois dans l'un et l'autre, un message très fort, mais absolument aucun commentaire. Et là, je trouve que ça rejoint vraiment le titre de cette séance, engagement et vérité. Voilà, je ne sais pas si d'autres partagent mon point de vue. Je vais prendre la défense du commentaire parce que évidemment que c'est une vérité simple et c'est une vérité historiquement vraie puisque le documentaire est né parlé et non pas parlant.
Il pouvait pas parler on pouvait pas faire de son direct. C'était beaucoup trop lourd. Donc il est né parler comme le journal parlait. Donc avec toutes les voix des nations, du progrès, du colonialisme, etc. Mais dans l'après-guerre, Marqueur et René ont inventé la voix je, celle qui nous adresse ces images en disant qu'est-ce que tu y vois, nous y avons vu ça, etc. Ou Bouquet nous dit à propos du camp de concentration, nous ne pourrons pas vous dire, nous ne pourrons pas vous montrer. Donc ce manque à la parole est dit par une voix off. Donc il y a une dialectique poétique possible, ce qui est évidemment, je suis d'accord avec vous, absolument impossible à occuper comme place. C'est la place du on qui sait tout et qui est au-dessus du champ de bataille. Oui, le documentaire typique de américain ou aux télévisions, c'est un discours en voix off et des plans de coupe. Alors, qui illustre vaguement ce qu'il dit. On ne sait pas très bien qui illustre, quoi illustre quoi, l'image, le commentaire ou vice versa. Oui. On parle de quoi que ce soit, que ça se passe en Afrique ou au Brésil ou dans les banlieues parisiennes, ce modèle-là qui fait tout là qu'un documentaire avec une voix off, c'est le même comédien, la même comédienne qui parle, on a l'impression que c'est le même sujet. C'est ça. Oui. Arriver à analyser, à utiliser le sujet. On oublie pourquoi ça. C'est ça qui est expliqué. C'est quelque chose qui est impensable aujourd'hui de présenter un documentaire nouveau à l'échelle de oui, il y a des inserts. Oui, c'est des écriteaux. Oui, c'est les inserts, c'était des inserts. Un tout déroulant, mais c'est un carton. Oui. Comme j'étais contre les commentaires, j'étais aussi contre les cartons. Mais un jour, je me suis dit, bon, il y a des jeunes qui ne savent pas de quoi ça parle. Donc là, j'ai eu un tout petit peu peur. Et au début du film, je mets tout simplement un carton, ça se passe à telle et telle année. Des informations assez générales, mais importantes pour qu'on puisse comprendre le film. Mais c'est un peu à part le film, avant le film ou après le film. Après, c'est peut-être une conclusion, donc plutôt avant. Bon, d'autres interventions, d'autres questions? Quelqu'un veut revenir? Oui, allez-y. Allez-y. L'expérience de projection du film à Cracovie, il y a à peu près 1 an et demi. On était entouré seulement de jeunes polonais, entre 18 et 25 ans. Il s'avère qu'aucun d'eux n'avait vu le film de Marcel, étant polonais. Alors, peut-être que le film n'a pas été diffusé récemment à la télévision, n'a pas été diffusé au cinéma. Il s'avère que moi, j'avais le film, je trouve extrêmement intéressant. Et au fond, j'ai dit à des gens autour de moi de venir le voir. Et ils étaient extrêmement sceptiques au départ. Et finalement, à la fin de la séance, il s'est passé quelque chose. C'est qu'en général, les gens partaient, les débats ne se passaient pas très bien, on l'organisait. Et celui-ci, les gens sont restés comme si le film leur avait parlé. Et qu'ils n'avaient pas eu envie de voir le film. Et qu'en fait, ils sentaient la nécessité de l'avoir vu. Alors peut-être que le film, justement, permet, en 90, de dire quelque chose qui avait été étouffé pendant des années, que cette compensation par le film, on la ressent encore aujourd'hui, mais je crois qu'il y a une vérité dedans, et qu'elle n'est pas assez montrée. Il y a surtout une vieille... Je continue juste par rapport à Angers Duda, etc., parce que je pense que c'est important, c'est de voir où est-ce que la brèche, où elle se situe dans la construction du discours conservateur aujourd'hui. Je pense que pendant des années, il y a eu une sorte de rejet de savoir qu'est-ce qu'était véritablement le communisme, qu'est-ce qui s'était passé dans le communisme, et on a énormément insisté sur ce qui s'était passé dans les années 70 et 80 pour que le communisme disparaisse. Et s'est-on posé la question de savoir pourquoi il est apparu? Je crois beaucoup moins. Et c'est aussi dans cette brèche-là que les conservateurs créent des origines un peu artificielles. Et je pense que si la recherche doit aller quelque part, et si la jeunesse doit voir un film comme ça, c'est aussi pour trouver ses origines. Oui, les origines de ce film sont assez bizarres. On a fait ce film avec Jacek Petrycki qui est là, que vous connaissez déjà, voilà, il est là.
Et c'est Vaida qui m'a proposé de faire, écoute Marcel, est-ce que tu veux on peut faire un film commun ensemble? Je dis sur quoi? Sur Cataigne. Je dis André, pour moi c'est trop tard. Parce que pour moi, à l'époque, c'était 90 ou 91, 90. Pour moi, les portes étaient déjà ouvertes. Donc défoncer les portes ouvertes, pour moi c'était trop tard. Il m'a dit Marcel, écoute, machin, j'ai parlé avec Jacek. Jacek a dit oui, d'accord, mais on a fait un repérage. Parce que c'était bien sûr obligatoire. Le film en trois parties. Il y a les événements, donc un voyage des gens qui ont perdu leurs proches à Cataigne. La deuxième partie, c'est la politique, donc les États-Unis, l'Angleterre, l'Union soviétique, etc. Qui étaient pour nous des comment on dit en français, les danina. Non, danina. Un offre obligatoire. Un offre obligatoire qu'il faut, non, je trouve un meilleur mot. Un offre obligatoire, disons. On était obligé de le faire parce que sinon, et pour moi, on a fait ça avec Jacek uniquement parce qu'on a vu ce qui se passait encore à l'époque, donc 91, dans les villages autour de Cataigne, où les gens avaient peur encore à parler, 91. C'est pas 90. Non, 90, d'accord. Combien? 6? Oui. Parce qu'en plus. Mais non, pas du tout, 91. Si, elle a fait non, 86, on aurait été d'accord tout de suite. Bon. Elle a même écrit un très bel article dans un livre commun qui s'appelle À l'Est, à moi retrouver, qui raconte l'histoire de ce film, et le livre est paru en 90. Alors... Bon. Et à un moment donné, on a fait ça avec Jacek uniquement parce qu'on a vu ce qui se passait là-bas. Les gens avaient peur de parler, les vieux gens, comme quoi la mémoire. Et un vieux monsieur aux lunettes noires qui voyait plus que rien, qui avait au moins 90 ans ou plus. Il dit, non, et sa fille, elle s'appelait Tamara, sa fille, il dit, mais papa, écoute, il te reste pas beaucoup de vie, écoute, non. Dis la vérité, c'est la fille d'un officier qui a été tué à Cataigne. Raconte. Ça? Je comprends pas. Non, elle fait une autocritique. Donc, c'était Témoin en 87, et c'était 89-90, c'était Catine. Mais bien sûr. Non. Témoin, c'est 86. Non, oui, je laisse. Non, mais parce qu'il y a écoute, je voulais pas me disputer avec mon ancienne femme parce que ça aurait été un peu personnel. Bon, bref. Et là, c'est là qu'avec Jacek, on a décidé, il faut faire ce film. Il faut faire comme obligation les deux partis politiques, machin, pour montrer le contexte. Mais c'est la troisième partie qui compte, où il y a une femme formidable qui veut connaître la vérité. Comment son père est tombé, qui l'a tué, où est sa tombe, etc., etc. Donc, ça fait justement cette situation-là a créé le film, parce que sinon, j'aurais jamais, à un moment donné, Vaida a dit, bien sûr, écoute, Marcel, tu feras malheureusement ce film tout seul, avec Jacek, parce que moi, je serai au Sénat. Il est devenu sénateur. Ce qui est formidable. Il a attendu 20 ans pour faire son film sur Cataigne. Il a entendu 20 ans pour faire son film sur Cataigne. Mais... Il y a Ania qui va nous dire quelque chose. Oui. La manière dont le film de cinéma documentaire suit la trace de cette évolution-là, vous avez parlé. Je ne veux pas vous engager avec des exemples concrets, mais j'ai essayé de dire qu'il y a des tendances. La crise de ces méta-récits qui est plus générale et qui reflète le fait que il n'y avait pas condition, ce que je disais, qu'il n'y avait pas condition sociale pour que les témoignages publiés en grande quantité après 89, des images, des films. Il n'y avait pas condition sociale
pour que la masse des images, des libertés de produire, des films produits, présentés à la télévision, il y avait un débat avec des grands à cause de grands films et des films plus médiocres, mais en tout cas c'était des débats, mais il n'y avait pas des conditions sociales que cette mémoire, ces publications se transforment en structure de transition entre mémoire collective et l'histoire quand même, entre les multiples mémoires collectives, les mémoires images et des documents publiés, et l'histoire en tant que science moderne qui hiérarchise quand même les documents, qui les commente, qui les critique, pour vous donner un exemple pas de la Bulgarie, mais peut-être plus connu, dans le recueil de textes de Jacques Revel à Artok, il y avait une publication, peut-être c'était Giovanni Levi, je ne me rappelle plus, qui parlait de ça, que l'épuisement des grands, à propos d'une milliardaire qui a sponsoré un film et un livre sur soi-même pour réécrire la biographie de sa famille, pour nettoyer quelques tâches liées au business avec franco-fasciste, etc., etc. Je ne me souviens pas les détails, mais l'inquiétude était, il me semble, très commun avec ce qui se passe avec les images dans l'espace public à l'Est. Giovanni Levi disait que l'épuisement des grands récits historiques nationaux, ou plus généralement idéologiques, encourage la multiplication des histoires singulières qui n'éprouvent pas besoin d'être compatibles entre eux. Excusez-moi. Des histoires il y a beaucoup une fragmentation de l'espace public qui est autre que l'espace public créé par cet espoir en progrès, future past dont parle Koselleck, etc., etc. Et voilà pourquoi la question comment contextualiser les images, les historiser, etc., etc., pour moi très important, parce que maintenant, il y avait chez nous différentes temporalités, une temporalité mythique qui sacralisait le passé, et ça continue avec la fragmentation après dans une situation non post-histoire. Deux mots à Anya. Danida, il m'a appris en français, c'est la dîme. Dîme, l'impôt qu'on donne. Donc les deux premières parties dans la forêt de Catherine, c'était la dîme. C'était le truc obligatoire, quoi. Bon, encore, est-ce que après non, mais bon, tout ça, c'est très intéressant, des visions différentes. Peut-être que on a encore quelques minutes. Oui, Antoine. C'est juste parce que vous avez dans votre présentation peut-être dit quelque chose qui pourrait vous coûter très cher dans un autre régime, si c'était rapporté et déformé. Oui. J'aimerais que vous expliquiez, parce que c'est trop pas. Vous avez dit qu'il ne s'agit pas d'asséner une vérité absolue, mais de faire réfléchir, et que de ce point de vue, il y a dans le documentaire un regard cinématographique qui est presque dans la lignée du réalisme socialiste. Non, oui, mais c'est pas ce que je voulais pas. Non. Là-dessus, ça mériterait quelque... Non. Ce que j'ai voulu dire que dans ce il faisait notamment à cette époque-là, notamment la façon, parce que les documentaires officiels tels qu'ils existaient, qui dominants, c'était souvent, on présentait une réalité, on racontait une histoire, on scénarisait et on montrait, on faisait visiter. Donc il y avait un scénario, c'était complètement faux ce qu'on vous donnait, c'était toc. Et l'idée de scénariser les documentaires. Je peux vous donner un exemple, un exemple qui va. Tu veux finir d'abord? Non, j'ai dit ma phrase et puis tu dis l'exemple après. Bien sûr. Non, c'est l'idée que on utilisait des techniques et on les détournait pour faire autre chose. C'est ça que je voulais dire. Oui, ça, je voulais le dire. Mais je peux vous dire, il existe un film polonais tourné par un réalisateur qui est le chef de documentaire aujourd'hui, mais il sera pas longtemps, Andrzej Fidek, et le film s'appelle La Défilade. Et il montre
Le défilé, pardon. Le défilé. C'est la place des Il montre d'une manière 1 sur 1 le défilé en Corée du Sud avec encore Kim Il-sen. En polonais, on dit Kim Il-sen. Excuse-moi. Bon, désolé. Et donc c'est montré comme si le scénariste, comme si le réalisateur était coréen. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il voulait montrer le mausolée de Kim Il-sen, voilà, montrer le stade, etc. Tout comme il voulait. Donc, et ce film était, si tu veux, le vrai réalisme socialiste, parce que en Corée, il a été très très bien reçu, il a été montré à la télé, etc. Bien sûr, il a été montré en Pologne, il a levé, enfin pas levé, mais il a les provoqué, voilà, merci. Il a provoqué des réactions contraires. Il a gagné le festival à Cracovie. C'est le même film, vu de deux côtés différents, le même film, mais fait d'une manière extrêmement intelligente. Et tu m'avais raconté il y a très longtemps, je me souviens, l'histoire de ce film justement, Essai de micro. Vous aviez déposé un scénario avant, un petit résumé, qu'est-ce que vous alliez faire? Et je me souviens que tu m'avais raconté que tu étais là, tu voulais faire un truc, faire un reportage sur un thème officiel, dans une entreprise, je vois comment ça marche, l'autogestion. Oui, c'est-à-dire trouver une radio interne, parce que je voulais montrer comment fonctionnent les médias en Pologne, oui, à l'époque. Et je voulais trouver un média, je me suis dit, bon, le média, le film, non, dans le film, c'est prétentieux, radio interne. Radio interne dans des grandes usines, il y avait toujours des radios internes qui émettaient des jeux, enfin, n'importe quoi. Et j'ai cherché avec mon assistant, Jacek, justement, qui a tourné le film. On a cherché pendant plusieurs mois quelqu'un qui dirigerait ce radio interne, qu'il soit d'accord de poser aux ouvriers quelques questions élémentaires qui étaient à la base du socialisme. Est-ce que vous êtes copropriétaire de cette usine? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que votre voix compte? Rien d'autre. Et tous les chefs des radios internes avaient peur. Finalement, on a trouvé ce Michał, et j'ai dit, écoute, Michał, mais fais attention, il était membre du parti à l'époque. Il était sûr que les réponses, et je dis, écoute, Michał, tu peux te faire virer de l'usine, fais attention. Il me dit, mais non, tu plaisantes. Il dit, toi, tu peux te faire virer, moi aussi, parce que c'est mon 7e et 8e film qui va être mis dans le tiroir. Il n'a pas voulu me croire. Lui, il a été viré, moi, j'étais viré du studio. Mais lui, après 89, il est devenu un des directeurs de la radio polonaise. Moral. Il va être reviré, là, non? Non, il a abandonné ça assez vite, ça l'ennuyait complètement. Oui. Il a fondé une petite entreprise. Donc, écoutez, je propose que, j'ai rempli le contrat que Anya m'avait demandé, c'est-à-dire du point de vue du temps, puisqu'on a encore 1 minute. Mais l'1 minute, c'est simplement... pour parler la parole à Nadège, c'est ça? Donc, qu'elle vienne pour faire la conclusion. Et moi, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde.